Ce n'est pas un simple conflit politique ou territorial qui se déroule sous nos yeux. C'est une blessure béante qui se creuse dans le cœur même de notre continent. La beauté, la diversité et la richesse de l'Afrique sont mises en péril chaque fois que le tumulte de la guerre menace d'éclater. D'abord et avant tout, les guerres portent un coût humain. Un coût qui dépasse de loin les frontières du Niger, car chaque enfant, femme ou homme africain tué dans un conflit est une étoile qui s'éteint dans le ciel de notre continent. Chaque larme versée est un rappel du potentiel perdu, de la sagesse non partagée, de la culture non célébrée. Mais il est vital de se rappeler que ce sont les Africains qui prennent les armes contre d'autres Africains. Nos ancêtres seraient terrifiés et profondément attristés de voir leurs descendants emprunter une voie qui les conduit à la destruction mutuelle. Comment pouvons-nous, les fils et filles de ce continent majestueux, nous tourner les uns contre les autres? Je suis profondément troublé par la facilité avec laquelle nous, Africains, avons accepté la division. Des siècles de colonisation ont semé la division entre nous, mais c'est à nous de choisir de ne pas laisser ces divisions définir notre avenir. La situation au Niger est un triste rappel de ce qui se passe lorsque la discorde s'installe et que la fraternité est oubliée. Et que dire des conséquences pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique en général? Un conflit au Niger ne s'arrêterait pas aux frontières du pays. Il serait susceptible d'entraîner d'autres nations dans la tourmente, exacerbant les tensions régionales et créant un cercle vicieux de violence et de représailles. Il est temps que nous, Africains, nous unissions pour résoudre nos problèmes de manière pacifique et constructive. Nous devons rejeter la violence comme solution à nos différends. Nous devons embrasser le dialogue, la compréhension et la coopération. Une intervention militaire, même bien intentionnée, peut facilement raviver de vieilles blessures et exacerber des tensions sous-jacentes. Chaque pays africain est une mosaïque complexe, où même des voisins appartenant à des ethnies différentes ont coexisté pendant des siècles. Toute action qui ne tient pas compte de cette réalité intrinsèque est vouée à l'échec. De plus, l'histoire nous a montré que la phase post-intervention est tout aussi cruciale que l'intervention elle-même. Une fois les armes silencieuses, une fois la poussière retombée, comment garantit-on la paix? Comment s'assurer que le peuple n'est pas laissé dans un état pire qu'auparavant? Trop souvent, cette phase cruciale est négligée, laissant les nations dans un état de fragilité et d'incertitude. L'approche militaire, bien qu'efficace en surface, peut ne pas offrir de solution durable aux crises politiques. En Afrique, nous avons besoin d'une approche plus réfléchie et concertée. Une approche qui privilégie la médiation, la diplomatie et la construction de consensus. Les acteurs africains, qu'ils soient issus de la CEDEAO, de l'Union africaine ou d'autres plateformes régionales, doivent être à la pointe de cette démarche, soutenue bien sûr par la communauté internationale. La situation actuelle au Niger est certes préoccupante, mais elle est aussi singulière. Il n'y a pas eu d'effusion de sang lors du coup d'État. C'est un élément qui, bien que ne justifiant pas l'acte non démocratique, ne doit pas être négligé. La prise de pouvoir sans violence est un indicateur que le dialogue est encore possible, que la solution pacifique est encore à portée de main. Il est de notre responsabilité, en tant que panafricains, de plaider pour la paix et l'unité. La situation au Niger, et partout ailleurs où des conflits éclatent sur notre continent, doit être abordée avec compassion, sagesse et une vision à long terme. Notre héritage, notre avenir et l'âme même de l'Afrique en dépendent. Rétablir la démocratie au prix de vies humaines? Est-ce vraiment nécessaire? La démocratie, dans son essence la plus pure, est un système qui vise à protéger la voix et les droits de chaque individu, garantissant une représentation équitable et une participation active de tous dans la prise de décision qui façonne une nation. Mais au cœur de cette noble idée réside un principe fondamental, la valeur et la sacralité de la vie humaine. Comment alors peut-on envisager de verser du sang pour rétablir un système censé protéger et valoriser cette même vie? L'ironie d'utiliser la force pour restaurer la démocratie est frappante. Si la démocratie est synonyme de liberté, de paix et de respect mutuel, alors le fait de tuer pour la rétablir contredit profondément ces principes fondamentaux. La vie,
dans toute sa préciosité, ne peut être sacrifiée sur l'autel des ambitions politiques ou des idéologies, même celles qui se proclament nobles. De plus, il est essentiel de se poser une question cruciale. Si une démocratie existait réellement dans un pays avant une rupture constitutionnelle, quels étaient ses fruits? Si le peuple jouissait d'un bien-être, d'une liberté d'expression et d'une participation active dans les affaires de l'État, alors la restauration de ce système ne devrait pas nécessiter la force. Au contraire, le peuple se lèverait lui-même, pacifiquement, pour réclamer le retour de ses droits. Mais si cette démocratie n'était qu'un voile cachant une réalité plus sombre d'oppression, de corruption ou d'inégalité, alors l'usage de la force pour son rétablissement ne ferait qu'exacerber les souffrances du peuple. En outre, la démocratie n'est pas simplement une case à cocher dans la liste des normes internationales. C'est un écosystème vivant qui s'épanouit lorsque ses citoyens sont éduqués, informés et activement impliqués. Elle est nourrie par la confiance, le respect mutuel et une conviction partagée de la valeur intrinsèque de chaque personne. Si une nation possédait réellement cette forme de démocratie, elle n'aurait pas besoin de balles pour la défendre. Sa force résiderait dans la volonté collective de son peuple. La démocratie ne peut être restaurée par la force ou le sacrifice de vies innocentes. Elle doit être cultivée, protégée et nourrie par le peuple lui-même. Avant de prendre des décisions hâtives, réfléchissons à la vraie nature de la démocratie que nous cherchons à restaurer. Si elle valait la peine, elle se défendrait d'elle-même par la voix et l'action pacifique de ses citoyens. En tant qu'Africain, le cœur lourd, je contemple la situation au Niger avec une profonde inquiétude et une empathie sincère. Le sol africain, imprégné d'histoires et de légendes, de joies et de peines, ne devrait plus jamais être arrosé du sang de ses enfants. Comment pourrait-on tolérer que des fils de l'Afrique lèvent les armes contre d'autres fils de l'Afrique, et ce, au nom même de l'Afrique? Il est paradoxal et tragique de penser à rétablir un ordre en sacrifiant la vie, l'essence même de notre continent. La particularité du récent coup d'État au Niger est qu'il s'est déroulé sans effusion de sang, un fait rare et précieux dans le contexte des bouleversements politiques. De plus, si les échos de la rue sont vrais, de nombreux citoyens nigériens soutiennent les militaires actuellement au pouvoir. Cela ajoute une couche de complexité à toute réflexion sur une intervention extérieure. Intervenir dans un pays où la majorité semble soutenir le régime actuel, c'est risquer d'aller à l'encontre de la volonté du peuple et d'aggraver inutilement une situation déjà délicate. Chaque décision, chaque action que nous entreprenons doit être réfléchie et équilibrée, toujours avec le respect et le bien-être de nos frères et sœurs africains à l'esprit. Je plaide pour une solution qui respecte la complexité du Niger et de l'Afrique dans son ensemble. Avant d'agir, réfléchissons. Avant de diviser, unissons-nous. Avant d'intervenir avec des armes, intervenons avec le cœur et l'esprit. C'est le seul moyen de garantir un avenir paisible et prospère pour le Niger et pour toute l'Afrique. Pour l'amour de l'Afrique, pour l'amour du Niger, et pour l'amour de tous ses enfants, je prie pour que la sagesse, la patience et la paix prévalent sur tout autre désir. Que l'Afrique trouve la force de résoudre ses défis internes sans verser le sang de ses propres enfants. Je suis Diebel Sek et c'est ce que je pense.